Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Beaucoup de gens, vous savez, aiment se décrire comme progressistes, sous-entendant par là que le progrès est par définition une course vers le mieux. Or, ce mieux est souvent l'ennemi du bien, comme dit l'adage et la sagesse populaire, du moins quand il promet un monde sans entrave où le sujet humain est maître de son destin et de ses fantasmes. À ce sujet, une technologie semble offrir la possibilité de toute puissance dans le domaine de la pornographie. Mathieu Bocoté s'en est ému et il nous explique pourquoi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, quelle est l'histoire qui vous a titillé comme ça? Alors, c'était dans le cadre du Salon de l'Homme, oui. Qui est par ailleurs déjà en tant que tel quelque chose d'un peu louche. Pourquoi louche? Pourquoi louche? Le Salon de l'Homme à Montréal il y a quelques jours, et là il y avait différents kiosques, et le Journal de Montréal nous apprenait que l'un de ces kiosques il y avait une nouvelle technologie pornographique qui permet pour l'essentiel, donc on met un casque sur son visage, et là on regarde en direct un film dont on est le héros, un film porno dont on est le héros. Et ça, on présentait ça comme une espèce de progrès, d'accomplissement remarquable, alors que j'ai tendance à y voir une pathologie terrible de notre temps, c'est-à-dire une forme d'autisme absolu d'un individu qui ne veut plus sortir de son monde, qui veut vivre dans son monde absolument sans jamais en être contrarié, qui ne veut vivre que dans ses fantasmes, sans jamais faire l'expérience de la réalité et de l'altérité. En un mot, je trouve ça inquiétant. Je reviens à ma petite question du début, Mathieu Bocoté. Salon de l'Homme, c'est louche. Pourquoi c'est louche? Ah, mais mon Dieu! Pourquoi le Salon de l'Homme, c'est louche? Bon, vous savez, je considère que le Salon de la Femme, le Salon de l'Homme en tant que tel, je trouve que c'est un peu réducteur de nous présenter le Salon de l'Homme où vous allez avoir le choix d'un kiosque porno, d'un kiosque sur les motocross, d'un kiosque sur des sauces épicées, d'un kiosque sur la chasse et pêche. Me semble-t-il qu'il y a c'est une forme de réduction publicitaire de ce qu'est l'homme comme de ce qu'est la femme d'ailleurs. On va accepter votre explication pour l'instant, Mathieu Bocoté. On en reparlera certainement dans d'autres chroniques. Avec plaisir. Et donc, vous dénoncez, vous vous inquiétez dans cette technologie particulière, au nom de quoi? Au nom de cette idée que le monde ne saurait être une pure prolongation de nos fantasmes. C'est-à-dire, l'individu, le propre de son inscription dans le monde, c'est la rencontre de l'autre visage, c'est la rencontre de l'autre personne, c'est la rencontre de l'autre corps, c'est la rencontre d'autres idées. Or, un individu qui n'a plus de contact avec le monde que par ses fantasmes. En fait, il vit enfermé dans ses fantasmes. Eh bien, je crois que tout cela est terriblement déréalisant. Et je m'explique en un mot. Si, surtout sur le plan de la sexualité, qui est un domaine vital de l'existence humaine, si vous ne parvenez plus à désirer que le produit de vos fantasmes, si vous ne serez plus capable, de retour dans le monde réel, de faire l'expérience d'un corps véritable, d'une autre peau, d'une peau avec ses défauts, d'un corps avec ses défauts, mais qui en est néanmoins désirable, d'une autre personne qui n'est pas exactement un fantasme pornographique, mais qui n'en est pas moins désirable. J'ai l'impression que à travers cela, c'est la possibilité de désirer l'autre qui disparaît. On ne désire plus que ces fantasmes entretenus par l'industrie pornographique. Je crois vraiment que c'est inquiétant parce que ça rend impossible l'expérience de l'autre, finalement. Mathieu Bocoté, donc dans ce cas-là, si je regarde un musée avec des jolies œuvres d'art, mais sur Internet, c'est quoi la différence entre la pornographie dont vous parlez et ce que je regarde, mettons les belles toiles du Louvre ou du British Museum ou du Musée des Beaux-Arts de Montréal? Je distinguerais. Quand vous regardez, par exemple, des toiles, quand vous regardez un musée sur Internet, vous regardez quand même une œuvre qui est extérieure à vous. Une œuvre qui a une réalité. Elle est matérielle ailleurs, mais elle a une réalité en tant que telle. Vous regardez une œuvre qui n'est pas que la projection de vos fantasmes. Vous regardez une œuvre dont vous n'êtes pas le héros, pour le dire ainsi. Vous regardez une œuvre qui vous incite à sortir de vous dans un exercice d'admiration, d'approfondissement intellectuel ou esthétique, alors que la porno, en tant que tel, je veux pas jouer au prof de morale, que les gens fassent bien ce qu'ils veulent de leurs 10 doigts, mais ce type de pornographie, où finalement, il y a une espèce d'abolition du réel dans un casque qui nous enferme dans notre esprit, je pense qu'on a une différence qualitative ici. 10 doigts, Mathieu, vous êtes ambitieux. Dites-moi une chose. Et vous aimez les calembours et les jeux de mots. Écoutez, Mathieu, il y a quelque chose qui me frappe pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous dénoncez, c'est que on a d'un côté une technologie
qui prolifère, pour le meilleur comme pour le pire, et qui n'a aucun... qui en elle ne porte aucune morale. C'est ni bien ni mal, c'est que comme on peut le faire, on le fait. Et ça s'oppose à la rectitude politique ou l'orthodoxie qui est tyrannique de nos jours. Alors, d'un côté, on a des fantasmes débridés, et de l'autre côté, on a un discours public moral absolument étouffant. Ah, mais ça, je suis d'accord. Il y a une espèce de pensée, cette morale gluante dans laquelle nous baignons, cette espèce de puritanisme nouveau genre. Et de l'autre côté, dans l'espace intime, apparemment que tout est permis. Cette espèce de contraste absolu. Dans l'espace public, tout est régulé. Dans l'espace intime, tout est permis. Probablement qu'il faudrait faire quelques nuances par rapport à ça. Mais aussi, je pense que dans le... Comment je pourrais dire ça? Il y a une espèce de morale secondaire, une morale dérivée de cette technologie. C'est si c'est possible, tu dois le faire. Exactement. Si c'est possible, tu dois le faire, car sinon tu te priverais de l'expérience. Or, vivre l'expérience, c'est la chose la plus fondamentale qui soit. L'expérience dans sa pureté, j'ai l'impression, encore une fois, je mets mon chapeau religieux, Mathieu Bock-Côté. On a perdu le sens du péché originel, de la chute, du défaut, de la limite. La technologie nous permet de revenir au paradis, mais forcément par le biais du virtuel. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de presque de blasphème, si j'ose dire? Je comprends très bien votre réflexion, que je trouve tout à fait intéressante, tout à fait passionnante, mais je dirais, je nuancerais une chose. Je ne crois pas que dans notre société, nous avons perdu le sens du péché ou de la faute ou du péché d'une certaine manière. Simplement, nous avons changé de religion de ce point de vue. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est faire un péché? Là, vraiment quelque chose qui mériterait qu'on aille à la confesse et qu'on s'excuse. Eh bien, c'est remettre en question l'antiracisme dominant, c'est remettre en question le féminisme obligatoire, c'est remettre en question l'ouverture maximale de toutes les identités, le métissage mondialisé. Donc, il y a sur le plan politique de nouveaux péchés qui vous assurent l'enfer sur terre, si vous les commettez. Nul besoin d'attendre le paradis, c'est sur terre qu'on vous marquera du fer rouge de l'odieux. Alors, ça, donc, c'est une réponse sur votre question du rapport au péché. Pour le reste, vous avez tout à fait raison de dire que par le virtuel, on espère faire une expérience du tout. C'est-à-dire, rien n'est impossible. Je peux être omniscient, je peux être omniprésent, je peux faire une expérience du tout, donc je peux me désincarner. Mais cette désincarnation, c'est le contraire, je crois, de l'existence. C'est pas un retour à la vérité originelle, c'est tout simplement un affadissement de la vie sur Terre. Vous dites deux choses, mais qui n'en sont qu'une, au fond, Mathieu Bock-Côté. Le point commun de vos deux observations, c'est que c'est sur Terre que la condamnation ou la perte a lieu, et c'est sur Terre que le fantasme de plénitude se réalise dans le virtuel, justement, ou sur Terre, pas dans le spirituel. C'est pour ça que je reviens à ma question de la religion. On a perdu le sens de cette limite. En fait, oui, ça sans aucun doute, le sens de la limite, au-delà du dogme porté par le régime politique dans lequel nous vivons, très certainement, le sens de la limite s'est perdu à bien des égards. C'est le rêve du « tout est possible ». Quel horrible slogan « tout est possible ». Car si tout est possible, le pire est certain. En ces matières, je me méfie, moi, de tous ceux pour qui tout est possible. Cela dit, je note que cette expérience, elle n'est pas seulement politique. La technologie nous porte la promesse du tout est possible. On porte même l'espoir d'une abolition de la mort un jour. Les fantasmes d'éternité reviennent. Donc il y a toute une espèce de continent de fantasmes qui sont libérés par la révolution technologique et qui portent en fait le fantasme de la désincarnation. Et ça, je crois que de ce point de vue, je pense que ce fantasme de désincarnation, c'est un fantasme de toute puissance, d'auto-engendrement, et qui est autrement dit l'autre nom de la déshumanisation. Auto-engendrement, c'est-à-dire que l'homme s'engendre lui-même. Vous voyez, ça on le voit dans l'idéologie de notre temps avec la théorie du genre, par exemple. Tout à fait. L'homme veut s'inventer lui-même jusque dans son identité sexuée, mais plus largement, ceux qui veulent, par exemple, ou les univers virtuels où plusieurs se projettent au point, c'est une pathologie de l'esprit et de l'époque, ça. Alors, les univers virtuels où on se projette, c'est une volonté d'être tout autre que soi. Alors, de ne pas accepter la finitude, les limites de notre existence sur Terre, d'être tout autre que soi dans un univers virtuel, qu'il soit celui du jeu, qu'il soit celui de la pornographie, qu'il soit celui des fantasmes où on se projette dans une autre époque. Et à travers tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un appauvrissement de l'expérience du monde.
Je reviens encore à ma première question, Mathieu. Salon de l'homme. Vous, ça vous semble farfelu comme appellation. Moi, beaucoup moins. J'ai pas mis les pieds, je vous dirais, mais j'ai vu un peu le contenu qu'il y avait. Et c'est une tentative par l'homme, par le monsieur, de retrouver une parole qui s'est diluée. Ça se fait maladroitement sans doute, mais on essaie de retrouver la part de la moitié de l'humanité, en un sens, par la parole. Je comprends la nécessité de retrouver la figure de l'homme dans le monde d'aujourd'hui. Le point de vue de l'homme, autrement dit, n'est pas de trop. Contrairement à ce qu'on nous laisse croire, l'homme n'existe aujourd'hui que pour être diabolisé. L'homme, c'est le prédateur, l'homme, c'est le monstre, l'homme, c'est la violence, l'homme, c'est l'impureté dans le monde. Voilà. Alors, il faut certainement redécouvrir une figure de l'homme. Ça, je suis certainement d'accord avec ça. Carl Bergeron, dans son très beau livre « Voir le monde avec un chapeau », nous y invite d'ailleurs. Et dans certains de vos écrits, vous nous y invitez aussi, Jean-Philippe Trottier. Dans le grand j'espère simplement que le salon de l'homme sera autre chose que le salon de la sauce épicée et de la pornographie. Alors justement, Mathieu Bock-Côté, et on va revenir à l'homme. L'homme hétérosexuel, notamment blanc, culture ou foi chrétienne, ou d'histoire chrétienne ou occidentale, et sur lui, surtout quand il est en position d'autorité, il y a toujours le soupçon, il est potentiellement pédophile ou harceleur sexuel. Que l'accusation soit vraie ou fausse, c'est secondaire à la limite. Est-ce que justement, le fantasme de toute puissance sexuelle est tristement sa voie de garage pour éviter... Un robot ne va jamais poursuivre un homme en justice. C'est très intéressant ce que vous dites. J'ai lu dans des commentaires à ma chronique que j'ai fait sur le sujet, plusieurs personnes m'ont écrit, d'ailleurs avec beaucoup de ressentiment et de hargne, il faut le dire, enfin on est libéré du poids des femmes, enfin on n'aura plus à subir la femme, l'homme, si on peut se délivrer de bobonne et se tourner vers le fantasme pornographique, c'est bien, tant mieux, c'est une libération. Voilà. Dois-je vous dire que je trouve ça scandaleux? Scandaleux, je veux bien. C'est-à-dire que l'homme doit certainement retrouver son point de vue sur le monde, parfait, mais ça ne doit pas passer par le dédain ou le refus de la femme, ça ne doit pas passer par l'espèce de libération de la femme qui est réduite dans ce point de vue à une forme de mégère acariâtre. Vous savez, il y a une forme de masculinisme, c'est un peu la formule qui circule, qui, pour certains, est la seule manière de critiquer le féminisme. Et moi, de ce point de vue, je vais me dire que si le féminisme peut être exaspérant, le masculinisme l'est à peu près tout le temps. Parce qu'il repose sur une espèce de ressentiment victimaire et hargneux contre les femmes, je crois, qui sont toujours réduites au statut de bonnes femmes tyranniques et contrôlantes. Je crois qu'il est parfaitement possible de retrouver le point de vue de l'homme sur le monde, pour le dire ainsi, sans pour autant s'enfermer dans une espèce de masculinisme ressentimenteux et trop souvent haineux. Vous êtes très prudent dans vos propos, Mathieu Bock-Côté, je le sens. En revanche, mettez-vous à la place de pas mal de ces hommes-là qui vont apprécier cette technologie dont on parle aujourd'hui. Beaucoup ont été humiliés, ont été privés de parole. Il est normal que les premiers cris, les premières manifestations soient hargneuses. Oh, vous savez, je crois qu'il est possible d'avoir un point de vue intelligent sur le monde. Vous dites qu'ils sont pas intelligents, ces hommes-là? C'est une étrange formule, mais l'espèce de diabolisation, parce que ça existe. Alors, je dis pas que c'est majoritaire, loin de là, c'est un courant qui me semble minoritaire, mais à tout le moins, il s'est manifesté lorsque j'ai écrit cet article. Cette idée de la pornographie comme une manière de se libérer de la femme. Je trouve que c'est la célébration du sexe masturbatoire où la femme n'existe plus qu'à la manière d'un support visuel pour qu'on puisse se branler devant elle. Bien franchement, je ne vois pas par quel effort de l'imagination on peut en faire quelque chose comme un progrès ou même une libération. C'est une forme de régression malheureuse. Me semble-t-il que l'homme, s'il veut retrouver sa singularité, a tout avantage à le faire par une parole souveraine, une certitude de soi, une élégance ou une esthétique qui soit la sienne, un recentrement sur certains plaisirs qui sont les siens, très bien, mais je ne vois pas pourquoi ça passerait par cette espèce de dégradation de la femme qu'on entend souvent chez ceux qui nous disent
cette technologie est libératrice. Le jour... à la rigueur, cette technologie est un divertissement. Bon, je trouve que ce sera un divertissement puéril, mais quand ça va jusqu'à nous dire c'est une libération, je dirais un instant, la vocation d'un sexe n'est pas de se libérer de l'autre, mais de trouver une manière de faire cause commune, même si les deux ne s'emboîtent jamais parfaitement. À condition que les intellectuels au Québec ou ailleurs donnent une parole à ces questions-là, ce qui est notoirement absent, notamment au Québec, parce qu'on préfère ne pas traiter ces questions trop épineuses, Mathieu. Je vais vous poser une autre question d'ordre temporel. Et la technologie avance à pas de géant dans le temps, n'est-ce pas? Chaque jour apporte son lot de progrès, entre guillemets. En revanche, ça doit s'accompagner d'un bagage moral, symbolique, balise. Enfin, il faut que l'homme grandisse, l'homme et la femme dans ce cas, grandissent au point de vue moral, symbolique, culturel. Or, la temporalité du moral, du symbolique et du culturel est infiniment plus allongée. Les choses avancent beaucoup plus lentement, si tant est qu'elles avancent, que dans le domaine technologique. Ah, je suis d'accord. La technologie, de ce point de vue, et c'est pour ça qu'il faut savoir résister à ces appels les plus pressants, la technologie vient abolir, autrement dit, toutes les réserves, toutes les digues humaines qui avaient été posées au fil de l'histoire pour civiliser nos pulsions et nos désirs. La technologie, mal utilisée, donne une possibilité de toute puissance à un homme qui n'est pas préparé mentalement pour la toute-puissance, et d'ailleurs qui ne sera jamais préparé mentalement à la toute-puissance, que la toute-puissance n'est pas le statut de l'homme, n'est pas le privilège de l'homme, pour le dire ainsi. Le génie de l'homme se trouve dans la reconnaissance de sa finitude, dans la transcendance de la finitude, mais certainement pas dans la négation de la finitude. J'en reviens à votre question, qui est excellente, encore une fois. Que de compliments. De quelle manière, autrement dit, pouvons-nous civiliser la technologie? J'ai l'impression qu'il y a une barbarie technologique devant nous, qui est une barbarie qui est à la fois celle de la toute-puissance et de la régression infantile, et un homme qui, autrement dit, pour satisfaire ses désirs sexuels, n'a plus qu'à se brancher sur un casque, en n'ayant plus le devoir d'aller vers l'autre. C'est-à-dire de s'habiller, de se préparer, de se parfumer, d'être suffisamment intelligent pour avoir une conversation qui peut au moins lui donner la chance de séduire une femme. Un homme qui se délivre de tout ça et qui dit c'est beaucoup plus simple de brancher mon casque et de me mettre la main dans le pantalon. Je ne peux m'empêcher d'être triste à cette idée. La barbarie technologique qui s'annonce est une barbarie de la régression. Et qui se couple, si vous voulez, Mathieu, à cette carence typiquement masculine d'explorer son univers intérieur. En tout cas, c'est beaucoup plus présent chez les hommes que chez les femmes. Un homme, et notamment au Québec, a peu d'espace pour pouvoir exprimer son monde intérieur s'il tentait qu'il ait une idée qu'il a un monde intérieur. C'est que l'histoire là-dessus a voulu les choses autrement. Exact. C'est-à-dire, on invitait l'homme à se définir par la part publique, par l'espace public, par sa projection dans l'universel. Voilà. Avec raison, on lui a contesté depuis 40 ou 50 ans sa prétention à avoir le monopole sur l'universel. Très bien. De ce point de vue, l'homme doit redécouvrir sa singularité. Doit-il redécouvrir jusqu'à son intimité, jusqu'à son monde intérieur? Probablement. Cela dit, je dirais, puis là je me permettrai de grossières généralités, je crois que ce n'est pas la vocation de tous les hommes que de pousser l'exploration de l'intime trop loin. Évidemment, oui. Moins, si je me contente de parler de moi et de quelques autres, j'ai l'impression que une part d'entre nous, à tout le moins je parle pour moi, je me sens davantage appelé par la vie publique que par l'exploration de l'intime, mais ça, peut-être est-ce ni masculin ni féminin, peut-être est-ce simplement ce qui me caractérise. C'est ce qui vous apparente à une fraise, comme vous dites souvent d'ailleurs. Vous avez une psychologie de fraise. J'ai la complexité psychologique d'une fraise, comme j'aime dire. Ça, je connais quelques sentiments élémentaires dans la vie. La faim, le désir et le plaisir de lire. Alors écoutez, vous êtes un candidat idéal pour cette technologie pornographique, Mathieu. Dieu m'en garde, je ne crois pas, d'autant que j'ai le plaisir d'être bien heureux en couple avec une femme réelle. Et ça, je trouve nos épouses peuvent quelquefois, c'est le propre de la conjugalité, que d'être de temps en temps exaspérante, mais que d'être sur l'essentiel un lieu de bonheur et d'épanouissement. À tout le moins, je parle pour moi. Mathieu. La vérité du couple, de ce point de vue, au-delà des tracas qui peuvent y avoir dans le quotidien, c'est la possibilité vraiment de grandir ensemble. Merci, Mathieu. De parler comme un manuel de psychopop, mais il y a une part de vrai là-dedans. Bien heureux. En 2 mots dans votre cas, Mathieu Bocoté. Merci beaucoup. Bien sûr. C'est la fin de l'émission.